Salut tout le monde! Voici une vidéo qui présente le propos du livre d'Antonio Casilli, En attendant les robots, qui est sorti en janvier 2019, qui sera très utile à celles et ceux qui passent les IEP pour le thème du numérique, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles formes du travail et aux conséquences économiques et sociopolitiques de l'industrie du numérique. C'est parti! Internet, les réseaux sociaux, nos applications, les bots, tout ça semble fonctionner tout seul. On appuie à un endroit, puis les informations qu'on cherche apparaissent, on met des likes, on envoie un mail rapidement, tout ça semble automatique, c'est-à-dire fonctionner sans autre intervention humaine que l'impulsion d'origine. Mais le fonctionnement du monde numérique est-il si simple que cela? Quelles sont toutes les actions en amont et en aval qui rendent possible notre utilisation d'Internet? On pense souvent aux ingénieurs qui créent les algorithmes, aux développeurs qui créent et entretiennent les programmes, aux designers qui créent l'interface d'un site ou d'une application. Mais les chercheurs et investisseurs misent de plus en plus sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des machines qui apprendraient toutes seules comment l'intelligence humaine fonctionne pour les imiter à terme et se passer des humains, et réaliser jusqu'aux fonctions qu'on vient de citer. C'est ainsi par exemple qu'on présente les bots. Ils auraient appris à comprendre les principales questions et à y apporter des réponses, sans qu'il n'y ait plus besoin d'humains pour les guider. Le phénomène d'automatisation, c'est-à-dire de développement automatique de certaines technologies de sorte que l'intervention humaine ne soit plus nécessaire, est présenté comme un horizon proche. D'après une étude du MIT et une autre d'Oxford, près d'un emploi sur deux pourrait être automatisé d'ici 2050 et la fin du travail des hommes serait donc proche, car ils seraient bientôt remplacés par des ordinateurs. Voici bientôt venu le temps des vacances éternelles. Le sociologue Antonio Casilli, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, nous invite à questionner cette prophétie. Le but de son livre est de dévoiler toutes les activités qui relèvent du travail dans le monde numérique, sans qu'elles apparaissent toujours comme du travail. L'automatisation ne fait pas disparaître le travail, mais elle transforme ses conditions d'exercice et occulte ce qui en reste. Derrière l'apparente automaticité de la production numérique, Casilli montre à l'abondance de travail humain caché, non ou mal rémunéré, exercé sans garantie ni protection et bien sûr non reconnu comme du travail. Il y a des tâches plus ou moins visibles, des auto-entrepreneurs de Uber ou de Deliveroo, au ferme à clic en passant par les petites mains qui effectuent des micro-tâches payées 1 centime. Même les startups qui se vendent comme spécialisées dans l'intelligence artificielle ne l'utilisent pas. C'est juste une façon d'attirer les investisseurs, mais en fait ce sont des micro-tâches qu'on demande à des travailleurs à l'autre bout du monde de réaliser. La question est alors, qui fait l'automatisation et qui en profite ? Casilli définit la digitalisation comme la métamorphose du geste productif humain en micro-opérations sous-payées ou non payées afin d'alimenter une économie informationnelle qui se base principalement sur l'extraction de données et sur la délégation à des opérateurs humains de tâches productives constamment dévaluées parce que considérées comme trop petites, trop peu ostensibles, trop ludiques ou trop peu valorisantes. Traduire quelques phrases pour Google Trad, identifier quelques tomates sur une série d'images, ça se fait en passant, c'est pas sérieux. Et pourtant, Casilli appelle cela le digital labor, défini comme toutes les activités de production liées aux plateformes numériques, par exemple le découpage des tâches et la vente des données numériques. Ce digital labor est le résultat de l'externalisation du travail, c'est-à-dire le fait de demander à d'autres entreprises de faire ce qu'auparavant on faisait soi-même, et ensuite de la fragmentation du travail, c'est-à-dire diviser une grosse tâche initiale en toutes petites tâches faites par différents individus. Dans le digital labor, il y a des composants de travail plus ou moins reconnaissables. Le livreur Deliveroo, on voit qu'il travaille. Mais derrière, il y a tout un travail de traitement de l'information et des données invisibles, et pourtant qu'on ne peut pas éliminer, car ce sont des tâches qui ne peuvent pas être automatisées. Ce digital labor n'est souvent pas reconnu par les travailleurs comme du travail, mais la valeur économique qu'il produit est bien captée par les plateformes numériques, dont le fonctionnement consiste dans la transmission d'informations, de contenus et de données personnelles. Casilli invite à renverser la perspective qu'on a habituellement sur l'automatisation. Ce ne sont pas les machines qui font le travail des hommes, mais les hommes qui sont poussés à réaliser un digital labor pour les machines, en les accompagnant, les imitant et en les entraînant. Les activités humaines se standardisent alors et se fractionnent, se tâcheronisent, comme dit Casilli, pour produire de l'information normalisée que les machines peuvent ingérer.
Les machines ne peuvent pas exister sans l'aide des humains qui leur apprennent comment penser. On a alors un gros paradoxe. Pour donner un contenu facilement compréhensible aux machines, les activités humaines deviennent moins humaines, moins réflexives. Kazili distingue 3 types de digital labor. Tout d'abord, le digital labor à la demande. C'est le travail à la demande qui met en relation des demandeurs et des fournisseurs de prestations, comme Uber et Deliveroo. Ces activités sont clairement du travail et non des loisirs, parce qu'elles sont pénibles et dépendantes de la plateforme qui fixe ses règles économiques et techniques. La base de la captation de la valeur est la surveillance et l'extraction des données des consommateurs et des travailleurs. Par exemple, quand vous lancez votre application Uber et quand votre chauffeur Uber utilise aussi son application. Les données personnelles sont alors monétisées à des fins de ciblage publicitaire. Ensuite, le micro-travail. C'est une délégation de tâches fractionnées, standardisées et à faible qualification, commandées par des entreprises, des institutions ou des particuliers. Les individus effectuent des opérations que les machines sont incapables d'effectuer elles-mêmes. Par exemple, reconnaître des lettres d'une écriture manuscrite dans les reCAPTCHA de Google. Ce sont ces plateformes, comme Amazon Mechanical Turk, qui permettent d'apprendre aux machines à réaliser des opérations. Ces tâches sont présentées comme ludiques, avec des rémunérations modiques, voire symboliques et gratuites, pour minimiser la perception de la pénibilité et l'impression qu'il s'agit de travail. En fait, on a l'impression de s'amuser en aidant Google à améliorer ses services. Mais certaines caractéristiques de ces plateformes sont similaires à l'activité de travail. Il y a une répartition hebdomadaire des tâches, une fiche de micro-paye et une mise en concurrence des usagers quand il faut accéder aux tâches. Le micro-travail finit alors par être présenté comme une alternative à l'emploi formel qui semble inatteignable pour certains individus peu qualifiés par exemple. La rhétorique de la flexibilité séduit donc les micro-travailleurs en occultant les mauvaises conditions de travail, comme les faibles rémunérations, le travail à la pièce et le manque de sécurité d'emploi. Troisième type, le travail social en réseau. C'est le travail des usagers des médias sociaux comme Facebook, Twitter, etc., qui produisent du contenu. L'aspect du travail n'est pas très visible et c'est d'ailleurs le plus contesté. Ça semble plutôt être l'occasion à du plaisir. L'usager n'est pas formellement subordonné à la plateforme, mais il reste en fait soumis à des incitations symboliques, voire économiques, pour réaliser des actions. Par exemple, partager des récaps de l'année passée sur Facebook ou avoir un badge en tant que moteur de conversation. Les plateformes ont besoin que les usagers créent des contenus pour qu'elles restent dans le coup. Kazili appelle cela le capitalisme de prosomation. À l'inverse du capitalisme de production, l'extraction de la valeur et la circulation des produits sont assurées par des sujets non rémunérés et qui accèdent à des biens ou à des services pour un prix nul. À l'inverse du capitalisme de consommation, l'abondance des contenus et de l'information prime sur la rareté des biens et des services. On peut alors se demander comment ce digital labor produit de l'argent. Kazili distingue 3 types de valeurs. La valeur de qualification, produite par les usagers qui trient l'information en commentant, en évaluant la qualité d'un avis sur TripAdvisor, Booking ou même Allociné. La valeur de monétisation, produite par le prélèvement de commission quand vous réservez sur Airbnb ou la revente de données à d'autres sites, par exemple à des fins publicitaires. Et puis la valeur d'automation, produite par l'utilisation de données pour entraîner des intelligences artificielles et leur apprendre à penser comme les humains. Ces valeurs économiques reviennent aux plateformes numériques et non aux utilisateurs qui mettent des avis sur La Fourchette ou Airbnb. Vous vous dites peut-être que ça servira aux autres individus, qui liront votre avis après vous. Mais en fait, cette utilité informationnelle, c'est le site qui la vend ensuite. Et c'est sur ces informations que le site se fait de l'argent. Les activités d'automation, elles, sont effectuées par des tâcherons du clic, qui exécutent un travail nécessaire pour sélectionner les données, les trier, les rendre interprétables pour les machines, et les machines ne peuvent se passer de ce travail-là. Ce sont donc les hommes qui entraînent les machines. La thèse de Kazili, en gros, c'est que l'intelligence artificielle, c'est du fait main, c'est du fait avec les doigts. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le digital. Les plateformes numériques représentent une structure technologique et une organisation économique qui n'ont ni cœur de métier, ni moyens de production propres qui emploieraient la force de travail des travailleurs. Leur fonctionnement consiste dans l'intermédiation informationnelle entre acteurs économiques produisant de la valeur. Elles captent alors la valeur générée par les producteurs, fournisseurs et consommateurs, sans avoir à gérer le problème des stocks de livres pour Amazon, de flottes de voitures pour Uber, de restaurants ou d'hôtels pour TripAdvisor. Les plateformes sont alors considérées comme les solutions aux défaillances du marché et de l'entreprise traditionnelle, qui n'arriverait pas à écouler ses stocks sinon. Les plateformes semblent permettre de flexibiliser l'offre, s'adaptant alors à une demande flexible. La structure en réseau permet aux plateformes de s'approprier le fruit de l'activité d'une pluralité d'acteurs lors de chaque transaction, et non seulement lors des relations de subordination productive, c'est-à-dire quand certains sont employés à faire des tâches. Les plateformes captent la valeur économique sur le client qui réserve sur la fourchette et fournit des données, mais aussi sur le restaurateur qui verse une commission. Cela dépasse donc la séparation traditionnelle entre, d'une part, la valeur créée au cours d'un processus de fabrication qui mobilise du travail et du capital, et d'autre part, la valeur échangée lors de la circulation des biens et des services sur le marché.
Premièrement, il y a l'invisibilisation de nombreuses activités, qui sont si fractionnées qu'elles ne ressemblent pas à du travail. Mais pour Casily, elles s'apparentent quand même à du travail car elles sont contraignantes, pénibles et dépendantes de plateformes économiques qui dictent leurs règles aux usagers et aux producteurs. Il faut appeler ça du travail et non des jeux ou des loisirs. Les plateformes présentent ça comme des jeux, donnent des badges, des points, pour que ce n'ait pas l'air d'un travail à rémunérer. Le travailleur des plateformes est alors écrasé entre des proclamations d'indépendance et des conditions matérielles qui l'exposent à des rémunérations faibles ou inexistantes, à des rythmes et finalités déterminés extérieurement et à un détachement entre son geste productif et ses fruits. Cela produit un système d'hyper-emploi qui contraint les travailleurs contemporains à réaliser une partie de leur activité productive formelle sous la forme de digital labor, mobilisable n'importe quand et n'importe où. Par exemple, quand vous actualisez votre site ou votre profil LinkedIn dans le bus. Deuxièmement, l'automatisation apparaît comme un fantasme agité par les industriels pour faire craindre une disparition du travail. Cela exerce une contrainte sur les travailleurs pour mieux les discipliner au travail et les forcer à accepter n'importe quelle condition de travail. Ce discours qui présente ce processus d'innovation comme un progrès infini peut être lu comme une tentative d'inhibition de l'organisation des travailleurs pour réduire leur pouvoir de négociation. Troisièmement, on voit qu'apparaissent des chaînes mondiales de délocalisation qui mobilisent à l'autre bout du monde des travailleurs humains, occultés, précaires et sous-payés. Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves. Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus. Et des fois, c'est pour faire joli. Non, oui, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant. La délocalisation, c'est pas seulement les voitures produites en Roumanie, c'est aussi les likes venus des fermes à clics en Thaïlande. Enfin, Casily dénonce la reproduction de la division internationale du travail et des asymétries entre le Nord et le Sud, car c'est le Sud qui sous-travaille pour les divertissements du Nord. Pour Casily, ces conséquences ne sont pas anodines, mais témoignent d'une volonté de masquer le travail pour ne pas le rémunérer comme facteur productif, en laissant dans la précarité de ce fait une partie de la force de travail globale, découpant le travail en micro-tâches pour qu'on ne le reconnaisse pas, en considérant que ce qui est produit, ce n'est que du loisir. Or, Internet n'a pas fait disparaître les mécanismes de production et de circulation de valeur, c'est-à-dire de travail et d'échange du travail, ainsi que les formes de domination. Casily refuse la vision épique du web social pour qui l'existence du digital labor ne serait qu'une anomalie au milieu de plateformes qui seraient quasiment toujours un levier d'émancipation en fait. Mais toutes ces activités que Casily appelle travail numérique sont-elles vraiment du travail ? On peut certes dire que c'est du travail et que les plateformes exploitent les usagers si on aperçoit comme Casily la nécessité de dénoncer cette exploitation, sur laquelle reposent beaucoup de géants du numérique. Mais on peut aussi dire, dans une certaine mesure, que c'est une quête de plaisir qui motive la plupart des usagers des plateformes numériques sur lesquelles Casily affirme que nous travaillons, et que la participation à ces plateformes est librement consentie. Casily veut dépasser cette alternative entre pure exploitation et pur loisir choisi, parce qu'il considère que les plateformes poussent les usagers au bord de la professionnalisation, tout en les décourageant d'entreprendre le grand saut professionnel en les empêchant de se reconnaître comme des pros. C'est une sorte de bénévolat professionnel qui va avec l'incitation à s'investir activement sans leur permettre de passer pro, car on ne leur permet jamais de vivre, pour de bon, des contenus sur la plateforme. Ainsi, YouTube n'a pas intérêt à ce que tous ceux qui produisent du contenu se considèrent comme des professionnels qu'il faudrait rémunérer comme tels. Toutes ces plateformes font de plus appel à du micro-travail, des sortes d'agents d'entretien d'Internet recrutés pour s'assurer que le contenu publié respecte les conditions générales d'utilisation. Le fait que certains soient payés montre que le reste des utilisateurs, qui font des tâches souvent similaires de post, de signalisation de contenu sensible, de référencement, etc., travaillent aussi. Même si je comprends l'intérêt d'étendre le concept de travail aux activités non rémunérées d'ordinaire, comme le travail domestique, je me demande justement si ici la démarche de Casily, qui se réclame de cette extension récente du concept de travail en sociologie, et la comparaison avec les autres tâches invisibles, le travail bénévole ou le travail domestique et familial, encore largement à la charge des femmes et non reconnu, n'est pas dégradante pour ces vraies formes de travail oubliées. Faut-il traiter en travailleurs les usagers de Facebook ou d'Amazon par exemple ? Faudrait-il les rémunérer alors qu'ils jouissent déjà d'un service gratuit ? On dit souvent bien sûr que si c'est gratuit, c'est que nous ne sommes pas les clients mais le produit. Mais cela n'empêche que de notre point de vue, nous profitons de quelque chose qu'on ne nous force pas à utiliser et dont nous tirons du plaisir ou un intérêt social ou professionnel notamment. Si des gens arrivent à générer de l'argent sur ce phénomène, tant mieux pour eux. Oui, mais encore une fois, en laissant des commentaires sur Amazon pour conseiller un produit par exemple, on fait de la pub gratuite pour Amazon et on donne de la valeur à la plateforme. Amazon nous incite fortement à le faire en nous envoyant des mails par exemple.
et c'est le lieu où se fait ce transfert d'informations qui lui profite. Et alors, une halle au marché avec des stands dans n'importe quelle foire voit des gens se croiser et s'échanger des conseils sur la fraîcheur des produits par exemple, parce que ça arrange tout le monde sans qu'on puisse dire qu'ils travaillent. Ce n'est qu'un des aspects de la socialité humaine. Et ce que font les gens spontanément ne peut pas être du travail au sens plein du terme. Bon, ok, mais pour tous les sites comme Google qui récoltent des données sur les utilisateurs qui les fréquentent et qui en font ensuite le commerce à des publicitaires, tu ne nieras pas qu'il y a une valeur économique qui est produite sans qu'on s'en aperçoive et que les publicitaires vont peut-être après manipuler. Et cette valeur devrait être reconnue. Je ne vois pourtant pas en quoi il s'agit, de la part de celui qui utilise ce moteur de recherche et produit certes des données que Google monétisera, d'un travail non reconnu. Ceux qui ont travaillé sont ceux qui ont conçu ce site et les moyens de monétiser les informations qu'on y entre en l'utilisant. Mais ceux-là sont bien reconnus et rémunérés. Les utilisateurs, eux, ne travaillent pas quand ils sont simples usagers. C'est comme si j'inventais un dispositif pour compter précisément le nombre de manifestants et que je louais ces services aux forces de l'ordre chaque fois qu'une manifestation avait lieu. Je génère de l'argent sur une circulation d'êtres dont je peux tirer des données qui intéressent certains acteurs, mais les manifestants ne travaillent pas ce faisant. Ils manifestent, ils vivent leur vie. C'est moi qui réussis à en tirer profit. Tant mieux pour moi. Mais eux, il n'y a aucune raison qu'ils soient rémunérés parce qu'ils mènent des activités dont je tire indirectement profit, ni même qu'on reconnaisse la valeur de ce qu'ils font, car elle n'est pas intrinsèque à leur pratique, mais plutôt au dispositif que j'ai inventé pour en tirer profit. Il y a un mythe selon lequel les internautes produiraient de la valeur comme si la valeur était déjà là dans leur pratique, et ensuite seulement capitalisée par ceux qui les exploitent. Mais en vérité, il me semble que les choses n'ont aucune valeur avant que quelqu'un leur en donne une, en inventant un dispositif pour les faire entrer sur un marché. Même la terre du paysan, dont on dit parfois qu'elle travaille pour nous, tandis qu'on attend que les choses poussent, n'est pas une valeur en soi, contrairement à ce qu'on dit parfois. C'est le travail investi dedans et les besoins que la culture de la terre vient satisfaire qui font la valeur. Les ressources naturelles, comme le pétrole ou le gaz, n'ont aucune valeur en soi, elles ne sont que des choses, avant que quelqu'un leur donne une valeur en les valorisant, c'est-à-dire en leur trouvant un usage ou en les faisant entrer dans un marché où elles en ont un. De même, nos usages ne sont que des faits avant que des dispositifs ne les fassent entrer dans le monde des valeurs en les transposant. Et cette opération de transposition est en fait une transformation énorme, qui n'est pas le fait de l'utilisateur Google, mais de tout ce qu'ajoute la plateforme à ces usages en les collectant en grand nombre, en les classant et en les typologisant et en les mettant ensuite en lien avec les besoins des publicitaires. Nos clics et partages sur Internet ne sont pas de la valeur. Nous ne produisons même pas de données à proprement parler. C'est un mythe des données à dépasser. Il n'y a de données que parce qu'il y a des gens pour enregistrer et collecter nos échanges. Mais ce sont ces gens, les inventeurs des réseaux sociaux, qui au sens propre créent leurs données à partir des activités qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas des données en soi, ni non de valeur en soi. On peut critiquer la commercialisation de ces données et l'argent peut-être excessif que se font certaines compagnies qui en plus ont le monopole dessus, mais à proprement parler, on ne peut pas nier qu'ils aient créé ces données. Je ne suis pas une donnée, mais quelqu'un scrute mes gestes pour produire des données sur moi. S'il sait le faire et que je ne lui interdis pas explicitement de produire des données sur moi, pourquoi n'en jouirait-il pas dans le fond ? Il faut sans doute distinguer les pratiques. Sur Facebook du moins, quand nous postons et taguons des photos, nous améliorons des algorithmes d'identification et nous générons de la valeur, tout en obéissant à des règles. C'est peut-être un travail. Preuve en est aussi le fait qu'il y a des petites mains en Inde ou en Chine qui sont payées, mais très mal, pour faire exactement les mêmes choses, de l'identification de photos. Facebook génère de l'argent par nos posts et notre trafic sur sa plateforme. Mais ce n'est pas pour ça que nous travaillons. C'est comme si j'inventais un dispositif pour produire de l'électricité en pavant les rues de panneaux qui utilisent le poids et le mouvement des passants, comme ça existe dans certaines villes. Tant mieux si je suis assez malin pour utiliser cette ressource, mais de toute façon, les passants auraient marché sans cela. Donc ils ne travaillent pas pour moi quand je fais de l'électricité et donc de l'argent avec leurs pas. De même, Facebook a utilisé une sorte de matière première déjà là, le besoin d'échange d'informations de cette espèce sociale qu'est l'humain. Il a créé un espace dédié qui encourage et maximise même ces échanges, mais ce n'est pas pour cela que nous travaillons quand nous l'utilisons. Nous sommes une sorte de ressource naturelle bien utilisée, voilà tout. C'est comme un pisciculteur qui crée un grand lac pour que des poissons s'y reproduisent. Il est malin s'il sait leur donner de bonnes conditions de reproduction, utiliser leur instinct reproducteur, faire fructifier cette denrée naturelle et en tirer profit, mais les poissons ne travaillent pas pour lui. Ce serait en tout cas une mauvaise métaphore, car pour qu'il y ait travail, il ne suffit pas qu'il y ait un mouvement naturel, une production de valeur spontanée dans le temps. D'ailleurs, encore une fois, l'activité est spontanée, mais pas la valeur qui est due à l'invention du dispositif qui l'exploite. Mais il faut que l'agent qui produise cette valeur la produise parce qu'on lui a spécifiquement demandé de le faire.
Le pisciculteur est un exploitant, ces poissons ne sont pas des travailleurs. Par contre, s'il veut un service que les poissons ordinaires ne fournissent pas, par exemple purifier l'eau du lac, il va devoir investir un peu d'argent en achetant par exemple une espèce de poisson qui mange les algues qui y pullulent. C'est l'équivalent des petites mains que paye Facebook pour taguer des photos que ni les utilisateurs ni les algorithmes ne taguent spontanément. Ok, je comprends ton argument. En fait, le problème, c'est qu'il est difficile de définir ce qui est du travail et ce qui n'en est pas. Il y a certains critères comme la production de valeur dans un système de production, la contrainte ou la pénibilité. Et en même temps, certains emplois sont des vocations choisies, sont agréables, en tout cas non pénibles, donc ce critère de pénibilité... Et puis certains emplois ne produisent pas immédiatement quelque chose d'apparent, ils sont de l'ordre de services que l'investisseur ou l'employeur ont envie de se payer. Par exemple, avoir des conférenciers qui viennent dans une entreprise apprendre la philosophie aux employés alors que ça ne produit pas de la valeur directe. Le critère qui apparaît justement quand on regarde les petites mains que Facebook emploie pour taguer les photos que les gens ne taguent pas d'ordinaire, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus simple. Quand quelqu'un produit de l'argent sur une donnée déjà présente, naturelle ou sociale, ceux qui participent de cette donnée ne travaillent pas, parce qu'ils auraient de toute façon fait la même chose, par exemple échanger des informations ou marcher sur le trottoir, même si quelqu'un n'en avait pas tiré profit. Par contre, quand cet entrepreneur a un besoin différent des données naturelles qu'il exploite et dans lesquelles il doit investir de l'argent, ou qu'il doit faire par la menace, dans le cas de l'esclavagisme, ou la pression idéologique, par exemple le pire prêcheur, l'imposition des tâches domestiques aux femmes, qui ne devraient pas faire partie du donné de départ sur lequel comptent les hommes pour faire tourner le foyer, sans quoi cette tâche manquerait à son entreprise, alors il s'agit de travail. Ce n'est pas pour cela que cette tâche est forcément pénible, ou forcément contrainte, ou forcément rentable même. C'est juste qu'elle ne fait pas partie du donné de départ exploité par l'entrepreneur et sur lequel il pourrait compter. Que c'est une chose que les gens ne font pas spontanément, mais qu'elle est sollicitée par celui qui la commande, parce qu'il en a besoin ou qu'il la désire et qu'il est, par exemple, prêt à investir dedans. Le travail est alors une relation entre un employeur et un employé, ou pour un auto-entrepreneur, entre la part de nous-mêmes qui n'aurait pas fait spontanément la tâche dans laquelle nous nous lançons, et la part qui nous force à la faire parce que nous en avons besoin ou que cela nous rapportera. Cela permet de dire que le travail domestique est vraiment un travail à partir du moment où l'on remet en cause l'idée que les femmes, dont c'est souvent la tâche, le feraient de toute façon spontanément si on ne les y forçait pas, à l'inverse des hommes, et en même temps d'éviter de dire que des usagers Internet sont des travailleurs même au moment où ils ne font aucun effort juste parce que quelqu'un tire profit de leur présence là. Parce que dans ce cas, le concept se diluerait dans tout et n'importe quoi. Après tout, on pourrait alors dire que si un inventeur arrive à tirer profit du CO2 que nous rejetons en respirant, le simple fait pour un bébé de naître et de respirer en ferait déjà un travailleur à la solde de cet inventeur, et que tous les êtres vivants qui respirent travaillent. On voit alors l'inconsistance du concept. La difficulté de ce critère et travail, ce qui est non spontané et requis par autrui ou par une part non spontanée de nous-mêmes, ce sont les cas limites. En particulier quand il s'agit de définir ce qu'est la spontanéité, parce que nous sommes façonnés par des déterminismes, des manipulations, d'autres agents qui nous entourent, au point que rien n'est peut-être absolument spontané. Mais je pense qu'on n'a pas à penser que la spontanéité est innée pour la prendre comme un état de fait à un instant X, quand bien même il serait amené à évoluer dans le temps. Ainsi, si à un instant X, on a des internautes qui spontanément partagent des photos sur Facebook, peu importe qu'il n'ait pas toujours été aussi sociable, que les réseaux sociaux aient augmenté leurs besoins sociaux et qu'une certaine culture de l'image qui passera peut-être les entraîne dans des pratiques qu'ils n'ont pas toujours eues et n'auront peut-être pas toujours. Le fait est qu'à l'instant X, ils le font spontanément, sans obéir à quelqu'un d'autre et sans y réfléchir, comme à quelque chose de nécessaire participant à un besoin de long terme ou non immédiat. De même, quelqu'un qui travaille en se forçant à lire des livres toute la soirée pour réussir un examen, obéit à une autre part de lui-même que sa part spontanée qui aurait envie de dormir parce qu'il est tard. Peut-être que dans 10 ans, à force d'avoir lu, il ne se forcera plus jamais à lire, mais qu'il lira spontanément avec avidité. À ce moment-là, peut-être pourra-t-on dire qu'il ne travaille plus, mais pour l'instant, il travaille. Cela subjectivise-t-il ce qu'on appelle le travail? Peut-être en partie, au sens où il fait partie de la définition du travail d'être reconnu comme travail, c'est-à-dire activité non spontanée répondant aux besoins d'autrui. Mais cette reconnaissance est claire pour chacun, et elle repose sur un critère objectif. Il y a des choses qui viennent de moi et de mes désirs, d'autres qui ne sont pas mes désirs, mais ceux d'un autre, et cela, nous le reconnaissons spontanément tous. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à dire que Laure Manodou, faisant ses 15 km du matin, travaille pour réussir ses prochains Jeux Olympiques? Et quand elle est au sauna pour se détendre après, ou quand elle se fait masser, ce qui est bon pour son corps et ses résultats, est-ce que c'est du travail? Oui,
Elle ne le ferait peut-être pas spontanément si elle n'obéissait pas à une part d'elle-même qui la force à faire cela en l'y obligeant, car cette part en a besoin pour un objectif. Et en même temps, cet objectif est sien, et cette dualité peut sembler bizarre. Mais elle permet de comprendre pourquoi spontanément nous parlons de travail quand nous étudions ou quand nous faisons du sport de compétition. Je suis d'accord avec tes arguments et tes critères, mais il faut préciser que tu critiques surtout le troisième type de digital labor, et pas le travail de Deliveroo et des fermes à clics. Maintenant, il faut comprendre, au-delà de la difficulté du concept de travail, que Kazili a un projet politique intéressant, derrière sa dénonciation de l'invisibilisation de certaines formes qu'il appelle travail, parce qu'il voudrait les voir reconnues. Pour Kazili, le digital labor est un vrai travail pour 5 raisons. D'une part, il produit de la valeur économique. Ensuite, il est contraint par des règles concernant la nature des tâches à effectuer, la manière de les réaliser et l'attribution de leurs produits. Par ailleurs, il se déroule sous surveillance, avec un lien de subordination vis-à-vis de la plateforme. En outre, il est parfois rémunéré au sein d'un continuum d'activités plus ou moins ostensibles et plus ou moins payées. Enfin, pour les plateformes, c'est toujours des tâches productrices de valeur réalisées dans un cadre contractuel, soumises à une surveillance et astreintes à des objectifs de rentabilité inscrits dans une relation de subordination. Cela suffit à légitimer pour lui une certaine reconnaissance vis-à-vis de ces tâches. Et le terme travail contient justement cette reconnaissance. Que faire alors ? C'est là la tâche du chercheur. Rendre visible l'invisible pour faire prendre conscience du problème et envisager de le résoudre. Pour Kazili, il faut tout d'abord révéler le soubassement matériel d'une économie prétendument immatérielle en dévoilant les modalités concrètes de la production de nos appareils numériques. Ensuite, renouer avec la critique humaniste de la fragmentation des activités travaillées, parce que seuls les propriétaires des plateformes peuvent développer une vue d'ensemble du travail qu'ils agrègent, alors que les micro-travailleurs n'effectuent que des tâches fragmentées. Il faut comprendre aussi que le web n'est pas seulement fait par des populations très éduquées, les designers, les développeurs spécialisés, les ingénieurs qui jouent au ping-pong en tongs dans des bureaux colorés, mais qu'il y a bien un prolétariat du numérique, qui rejoue en partie la division internationale du travail, pour ensuite aider au développement d'une conscience de classe des travailleurs du clic par-delà les frontières. Enfin, il faut comprendre que la rhétorique de l'automatisation intelligente accompagne des politiques de transformation des processus productifs consistant à le fractionner et à le hiérarchiser. Les progrès du machine learning dépendent donc toujours d'une production humaine de données, ce pourquoi l'intelligence artificielle sera toujours articulée avec du digital labor. Il faut donc rendre visibles ces activités de travail pour inviter les producteurs à se rassembler et à défendre leurs conditions de production. Pour cela, Kazili distingue deux stratégies. Soit élargir au digital labor les conditions du salariat parce qu'il y a un rapport de dépendance, de subordination et de surveillance, ou bien repenser le rapport entre usagers-travailleurs et infrastructures de collecte et traitement de données à l'aune de la gouvernance des communs pour envisager des modalités de partage des ressources, comme la propriété collective des moyens numériques de production pour une économie coopérative, libérée des monopoles, avec un revenu social numérique. Si l'on est critique et qu'on fait des distinctions entre diverses formes d'activité numérique, on peut dire que l'usage des réseaux sociaux n'est pas à proprement parler du travail, de même qu'on ne dit pas que c'est du travail quand on envoie une carte postale à la poste, quand bien même ça entraîne un service monnayé. Et dans ce cas, si les réseaux sociaux réussissent à se faire de l'argent sur une activité que les humains ont envie de faire parce qu'ils aiment la sociabilité, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Et si les usagers ne sont pas contents, ils peuvent partir de la plateforme ou en créer une autre, etc. Mais pour d'autres formes d'activité, il y a une certaine légitimité sans doute au projet politique de Kazili. En effet, l'usage du concept de travail n'est pas seulement descriptif et anodin. En fait, il le fait pour révéler un facteur productif dont on capte la valeur économique sans le reconnaître comme tel. Ensuite, je pense qu'il a raison quand il affirme que nos pratiques sont aussi encadrées par les plateformes. On doit obéir au code de Facebook, par exemple mettre nos vrais noms, ne pas mettre de photos seins nus, etc. Et on ne maîtrise pas les algorithmes. On ne peut pas seulement dire si t'es pas content, quitte la plateforme. Parce que quand la plateforme en question a un gros monopole, on n'a pas trop le choix en fait. Certes, mais toutes les contraintes ne sont pas du travail, même si le travail est parfois contraint. Donc cette définition du travail, disons, est à reconsidérer à mon avis. Ça n'empêche pas de toute façon de protester contre toutes les formes de contraintes ensuite. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous appeler travail ce que vous faites sur les réseaux sociaux ? Seriez-vous prêt à vous battre pour faire changer les algorithmes de Facebook et de YouTube ? Venez nous raconter tout ça en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous fera réfléchir à vos usages sur Internet. En attendant, partagez-la, likez et abonnez-vous à la chaîne pour aider les petites mains du numérique que nous sommes.